J'étudie les campagnes depuis 25 ans. Après la crise de 2008-2011, sont apparues les théories de l'effondrement, des réflexions sur l'effondrement. Et dans ces théories de l'effondrement, il y avait l'espace qui apparaissait, notamment le repli sur les espaces ruraux hors des villes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir sur les campagnes dans la transition. Voilà, donc ça c'est le point de départ. Et donc le but de mon livre, c'est de repositionner la question du territoire et en particulier les campagnes dans le monde de demain, après l'ère de la modernité qui est la nôtre, qui est en voie d'effondrement ou en tout cas de mutation. Back to Earth, la chaîne du retour à la Terre. Aujourd'hui en podcast, Valérie Jusson, géographe, auteure de Good Pride. Effectivement, on va dire que la culture moderne dans laquelle nous vivons depuis 2 siècles, deux siècles, elle est en train de s'effondrer. Mais je pense que déjà, il faut dédramatiser. Moi, le mot effondrement, c'est pas nécessairement quelque chose d'un cataclysme, d'une destruction. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre chaque grande ère anthropologique, il y a l'effondrement. C'est-à-dire, entre l'ère sauvage des chasseurs-cueilleurs et l'ère paysanne, il y a eu un effondrement des chasseurs-cueilleurs. Entre l'ère paysanne et l'ère moderne, c'est plus proche de nous, il y a eu un effondrement des sociétés paysannes, elles ont disparu. Pour autant, vous comprenez que les ruraux n'ont pas disparu. Alors, une grande partie sont allés travailler en ville et donc ont été acculturés à la modernité. D'ailleurs, tous les ruraux ont été acculturés à la modernité. Il y avait beaucoup de paysans, il y a peu d'agriculteurs. Mais ça, c'était un effondrement. Donc, vous voyez, il peut y avoir un effondrement, c'est pas nécessairement que les gens vont mourir, qu'on soit bien clair. Donc là, on est en train de passer de l'ère anthropologique de la modernité, fondée sur la maîtrise du feu. On passe vers une nouvelle ère fondée sur la maîtrise de l'Internet. Ce monde du futur, moi je l'appelle l'ère de la noosphère. J'ai choisi ce mot-là parce que la plupart des gens ne le connaissent pas et donc il n'y a pas de sens. Je ne voulais pas dire l'ère numérique parce que l'ère numérique, les gens vont penser que puisqu'on a un ordinateur, ça va être le monde un peu du big data. Et je ne voulais pas induire cette image mentale. J'ai pris le mot noosphère qui a été inventé par Pierre Teilhard de Chardin dans les années 30 ou 40 comme miroir du mot biosphère qui avait été inventé dans les mêmes temps. Le noos, c'est la pensée humaine en grec. Et Teilhard de Chardin disait on va vers un moment où la pensée humaine va se connecter, va s'unifier mondialement. On pourrait dire que Teilhard de Chardin avait anticipé, visualisé, on va dire, l'Internet. C'est pour ça que j'ai choisi le mot ère de la noosphère. C'est une ère où on va utiliser le numérique, ça c'est sûr, mais voilà, ça peut-être pas dans le sens qu'on l'imagine, vous voyez. Cette ère de la noosphère, pour le moment, elle n'est pas clairement dessinée. Il y a un projet de futur qui est donc plutôt l'ère numérique, hyper moderne. On continue la modernité avec le numérique, exalté par le numérique, mais on voit bien qu'en fait ce récit-là ne fonctionne pas. Et on voit bien que d'une part, il y a les gouvernements qui font tout pour qu'on aille vers cette ère numérique, vous voyez, France 2030, numérique, génétique, robotique. Donc d'un côté, on a ça, mais de l'autre, en fait, on peut dire que les masses votent avec leurs pieds, puisque en même temps, cette Smart Cities qui a l'air d'être notre futur glorieux dans le récit hyper moderne, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui décrochent de ce récit, de ce projet collectif qui leur apparaît de plus en plus dystopique, soit parce qu'il nous mène à l'effondrement écologique, soit parce qu'il nous mène à une société de surveillance qui éthiquement ne satisfait pas les gens. Et on voit de plus en plus les gens qui finalement quittent plutôt ces smart cities pour aller plutôt se réfugier, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas ils vont à la recherche pas d'une vie plus moderne mais plutôt d'une vie plus douce pour l'être, on quitte l'ère de la modernité qui est l'ère de l'avoir et on rentre dans l'ère de la noosphère qui à mon avis sera plutôt l'ère de l'être. Il me semble moi pour ma part que le numérique va plutôt favoriser une amélioration de l'être. Et c'est ce qu'on voit dans le récit de la transition.
Donc il y a énormément de mémoires paysannes aujourd'hui qui sont en train d'être revalorisées. L'idée n'est pas de retourner en arrière. L'idée, c'est le but des mémoires, ce n'est pas de retourner en arrière. C'est quoi le but des mémoires ? Le but des mémoires, c'est sécuriser un corps social anxieux face à un avenir inconnu. Et donc, le but des mémoires, c'est, face à un futur inconnu, être capable de s'appuyer sur tous ces acquis, toutes ces expériences de façon assurée et de pouvoir choisir, par rapport au projet futur qu'on veut, quelles sont les mémoires qu'on va aller revaloriser. Il y a un récit alternatif qui émerge. Ce récit alternatif, il est décentralisé et il est subalterne. On va dire c'est plutôt les catégories et les lieux dominés qui inventent ce futur alternatif en disant on va utiliser le numérique, mais non pas pour continuer l'ère de la modernité, mais pour en sortir définitivement et inventer une nouvelle société. Et c'est donc ce récit de la transition. Dans ce récit de la transition, on va mobiliser les mémoires. Et c'est là, alors les mémoires, il y en a plein. Il y a les mémoires des chasseurs-cueilleurs. Et pour moi, les mémoires des chasseurs-cueilleurs, elles ressortent dans tous les réflexions plutôt écologistes ou écologiques sur notre relation à la nature. Comment est-ce qu'on peut être en fusion avec la nature ? Comment des sociétés ont pu donner des droits à la nature et comment on peut revaloriser ces mémoires ? Et puis, il y a tous les mouvements néo-paysans pour inventer une agriculture véritablement post-moderne, où on va recycler pour les réutiliser de façon contemporaine les mémoires paysannes qui ont su, par exemple, cultiver tous les écosystèmes terrestres de façon biologique et durable. Donc, comment on peut remobiliser ça ? Dans les sociétés paysannes aussi, bien sûr, il y a toute la question du commun, puisque les sociétés paysannes étaient des sociétés de communauté, alors que la société moderne est une société d'individualité. Alors, mais on ne va pas revenir dans le passé. Par exemple, les communautés, on ne va pas retourner dans les communautés telles qu'elles étaient. Aujourd'hui, on s'est individualisé, donc les communautés de demain, c'est vraiment des communautés d'individus. Comment on articule la communauté et l'individu ? Ça va être aussi des communautés qui vont être choisies. On ne va plus être dans la colocation familiale un peu subie. On peut choisir des formes de cohabitation choisies. Donc le commun, dans ces mémoires, il y a aussi par exemple comment la localité, c'est-à-dire la proximité physique, elle peut faire du commun. Comment on va recréer des mondes en fait qui ne soient pas seulement virtuels ou en réseau. Il y a aussi toute l'économie du recyclage, du partage, de la sobriété. On peut dire que les campagnes sont en train d'entrer dans une troisième phase de leur histoire et c'est là où j'essaie dans mon livre de les inviter à prendre conscience de cette nouvelle phase qui commence pour vraiment y adhérer et en faire partie. La première phase des campagnes, ce sont les campagnes paysannes. Il y a dans les campagnes, aujourd'hui encore, une partie des gens qui ont gardé des traces de cet héritage paysan et qui fonctionnent encore sur des logiques familiales, sur des logiques de on est du même village, etc. et de réciprocité, de relations comme ça. Deuxième grande phase de l'histoire des campagnes, les campagnes dans la modernité. Et donc, dans ces campagnes de la modernité, il y a deux strates sociales. La première phase, c'est les 30 Glorieuses. Alors, ça n'a pas existé dans toutes les campagnes, mais l'industrialisation des campagnes et aussi la modernisation agricole. Donc là, on va dire, c'est encore des gens du cru qui vont s'acculturer à la modernité, donc plus individualiste. Ça va être un modèle agricole nouveau, avec des agriculteurs qui vont... La question agricole, elle est très importante à prendre en considération. C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que les agriculteurs sont ceux qui peut-être ont payé le prix le plus fort à leur intégration dans la modernité. Parce que pour s'intégrer à la modernité, on les a obligés à s'intégrer à la modernité avec une politique agricole extrêmement forte, extrêmement violente. Il y a eu une grande violence à l'acculturation du monde paysan. Et donc les agriculteurs actuels, pour devenir modernes, pour devenir des agriculteurs et ne plus être des paysans et ne plus être des ploucs, ils ont premièrement été obligés de rompre avec l'héritage de leur père et mère. Ils se sont modernisés, ils ont abandonné tous les savoirs paysans. Deuxièmement, ils ont dit à leurs enfants de partir.
Ils ont poussé leurs enfants à ne pas rester là. Et troisièmement, eux-mêmes se sont endettés et se sont enchaînés, on pourrait dire, dans des filières de production aujourd'hui où ils ont des salaires relativement modestes et ils sont vraiment presque opprimés. Et donc, les agriculteurs, on dit, l'adhésion à un groupe est proportionnelle au sacrifice qu'on a fait pour en faire partie. Donc, compte tenu des sacrifices que je viens vous nommer, rompre avec les parents, rompre avec les enfants et avoir une vie de labeur très difficile, ce sont des sacrifices énormes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les agriculteurs les plus productivistes seront sans doute les derniers à adhérer à l'idée d'une repaysanisation de la France. C'est très paradoxal, Mais c'est parce que psychologiquement, il y a trop de dissonance. Ils ne pourraient pas aujourd'hui affronter de dire « mais non, mais tous mes choix là ont été excessifs ou erronés ». C'est impossible psychologiquement. Donc je pense qu'il faut déjà intégrer vraiment ça pour avoir vraiment une posture très compatissante avec ce groupe des agriculteurs modernisés. C'est pas la peine d'aggraver leurs problématiques en jetant plus qu'il ne faut la pierre sur eux. La situation, il faut comprendre cette situation et la traiter avec compassion. Peut-être que même dans le futur de la noosphère, il faudra faire des actes de réparation de ce sacrifice des paysans. Et donc nous entrons dans la troisième phase qui est donc les campagnes dans la noosphère. Le monde de la noosphère, c'est le monde que moi j'appelle les bohèmes. Sans doute, c'est le mot positif pour décrire les antimodernes depuis le milieu du XXe siècle. Donc on va vers une ruralité bohème. Et donc il y a ces bohèmes qui viennent. Alors, il y a plusieurs cas de figure dans la population bohème. On peut avoir, on pourrait dire, les bourgeois bohèmes, les bobos, qui eux au fond viennent à la campagne, mais la campagne sans les ruraux, ils viennent pour la nature, ils viennent pour un cadre de vie, ils viennent peut-être aussi par distinction sociale, parce que c'est à la mode. Mais je pense que vraiment les porteurs de la transition aujourd'hui, moi je les appelle les beaux pros, c'est-à-dire c'est les bohèmes prolétaires. C'est un mot de Gary Snyder, qui est un écrivain de la Beat Generation, qui en a parlé dès les années 60. Et qu'est-ce que ce sont que ces beaux pros ? Alors ils sont bohèmes, c'est-à-dire ils sont acquis aux idées de la transition, mais ils sont prolétaires, c'est-à-dire que on pourrait reprendre là les travaux d'Emmanuel Todd. Ils font partie des classes moyennes, ils savent que l'ascenseur social ne fonctionne plus, ils sont très éduqués et ils lâchent les dogmes de la modernité. C'est-à-dire ils lâchent l'idée d'un plus d'argent, d'un plus grand avoir. Ils lâchent l'idée de la mobilité. Ils lâchent l'idée d'aller faire carrière en ville, etc. Et donc, ils sont alternatifs. Ils ne s'opposent pas frontalement à l'hypermodernité, mais ils se lancent à faire d'autres projets. Ils reviennent à la campagne. Et donc, pour moi, la question, c'est de savoir comment est-ce que ces ruraux-là peuvent fusionner. Alors souvent, les beaux pros, ils s'entendent bien avec les descendants de paysans, parce que eux, comme ils sont dans le recyclage des mémoires, ils peuvent faire le lien, je pense qu'ils ont une sensibilité pour faire le lien avec ceux qui sont dans un héritage paysan. Alors comme je le dis, ça va être plus compliqué de faire le lien avec les modernes, et en particulier les modernes du cru, qui sont donc les gens qui ont le plus sacrifié, qui ont eu peur de faire plouc, et donc qui ont sacrifié tout pour ne pas avoir l'air de plouc. Et donc ceux-là sont les plus les plus difficiles à convaincre. Ils ont quand même beaucoup de mal à comprendre ce que ça peut être la transition. Ils ont l'impression que c'est un retour en arrière. Donc nous partons vers un futur qui est inconnu, et notre présent devient de plus en plus chaotique. Et dans le chaos, on ne peut pas planifier le chaos, parce que c'est la base du chaos, c'est qu'on ne peut pas le planifier, on ne peut pas le maîtriser. Alors moi, l'idée que je développe dans mon livre, c'est de dire, il faut partir sur les fondamentaux, revenir aux fondamentaux, faire simple. Donc je suis revenue aux besoins humains fondamentaux que Maslow avait commencé à développer, mais qui a été développé depuis avec les connaissances scientifiques de maintenant. Donc les besoins de survie, les besoins de protection, les besoins d'affiliation, les besoins d'unicité, de rencontre,
de continuité et de postérité. Et partant de ces besoins humains fondamentaux, je suis partie sur 3 slogans pour inventer un aménagement du futur pour entrer dans la noosphère. C'est 1, protéger les corps et les cerveaux. C'est sain, l'idée c'est sain, donc soutenir la santé. Ma deuxième idée, c'est relier les cœurs, donc travailler à tout ce qui est le lien, le sentiment d'unicité, le besoin de rencontre des gens, comment l'espace public peut être autre chose qu'un lieu de mobilité, mais un lieu de relation. Et enfin, la troisième, c'est donner du sens. Donc revenir à la beauté du sens de la vie et du sens des choses, et donc de repenser l'aménagement à partir du beau. Donc protéger, relier et donner du sens, ça me paraît vraiment être les angles pour aborder l'ère de la noosphère pour les territoires. Je crois que les territoires qui dans le futur sauront dire c'est sain, je protège, c'est authentique, je suis capable de relier avec le cœur. Et c'est beau, c'est-à-dire qu'il y a une signification, une grandeur de la vie humaine. Je pense que ces territoires-là seront les territoires les plus désirables du futur. Et j'encourage vraiment les espaces ruraux et les micro-urbanités à rénover complètement leur aménagement dans ce sens.